Eh bien, la conférence sur la maturité des entreprises dans l'usage des données va pouvoir démarrer. Avant de laisser la parole à Nathalie Lemonnier et ses invités, je vous propose de jeter un œil au document qui se trouvait sur votre chaise, qui vous permettra de rendre cette conférence interactive, soit par SMS, soit depuis Twitter ou soit depuis l'application que vous pouvez télécharger. Les questions seront présentées à l'animatrice sur sa tablette et au cours de cette conférence ou à la fin, les questions seront posées aux conférenciers. La parole est à vous, Nathalie Lemonnier. Bonne conférence. Merci Thierry. Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour parler de la relation client et notamment des données clients, parce que nous parlons actuellement énormément de big data, de smart data, et c'est pas toujours évident de voir comment c'est concret au sein des entreprises. Donc j'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde aujourd'hui donc Julie Bigot, qui est directrice marketing et communication de Devred. Bonjour. Laure Labadin, qui est directrice marketing et e-commerce de Courir. Bonjour. Et Jula Such, qui est responsable des projets stratégiques et CRM chez PSA. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous proposer, pour démarrer cette table ronde, de faire les présentations. Donc, chacun va vous présenter qui il est, quel est son périmètre au sein de l'entreprise et comment le CRM est positionné. Et ensuite, nous passerons au vif du sujet. Alors, on va commencer par Julie Bigot de Devred. Julie, est-ce que vous pouvez nous dire comment le CRM est organisé au sein de la maison ? Alors, rebonjour. Donc, je vais commencer juste par resituer Devred 1902 pour ceux qui ne connaîtraient pas. Devred est une marque de prêt-à-porter masculin qui a été créée en 1902. Donc, le 1902, c'est date de fondation. Donc, entreprise française qui a plus de 110 ans, qui est basée à Amiens. Moi, je m'occupe aujourd'hui du marketing et de la communication, et le CRM fait partie de mon périmètre, ainsi que le web et toute la communication de la marque. Aujourd'hui, je suis rattachée au président de l'entreprise. Donc voilà, le CRM est rattaché marketing com et présidence. Et Devred, en quelques mots, c'est une marque qui est à la fois mode aspirationnel et accessible, qui est assez peu connu en région parisienne parce que c'est quand même 300 magasins, mais seulement 5 magasins sur Paris, et le développement parisien a démarré qu'en 2010. Donc en termes de notoriété, il y a beaucoup de travail encore à faire sur la marque. La force de la marque, c'est sa base de données clients et qui est historique puisqu'elle a démarré en 96 et qu'on a donc une vraie force CRM chez Devred. Combien de clients, Julie, dans la base ? 1 800 000 clients actifs 2 ans dans la base. Super, merci. Alors, je vais passer la parole à Laure. Vous verrez qu'elle chausse de magnifiques sneakers pour bien représenter Courir. Et elle va vous expliquer justement comment sont organisées les relations clients chez Courir. Donc, Courir, c'est une enseigne, on ne vend que des baskets mode et pas du tout des baskets pour courir, contrairement à son nom. Donc notre cœur de cible, c'est les 15-25. Et on va arriver à la fin de l'année à peu près 200 magasins. Donc on est leader en France sur ce secteur, avec quasiment que des intégrés. Et on a ouvert l'affiliation l'année dernière. Et on ouvre le premier magasin en Pologne dans un mois. Au niveau de l'organisation, moi, il y a 3 pôles dans mon équipe. Un pôle, tout ce qui est concept, magasin, merch et toutes les mises en avant des marques, parce qu'on vend que des marques internationales. Un pôle, tout ce qui est e-commerce, et le 3e pôle pour tout ce qui est CRM, animation de l'enseigne et le digital. Et moi, je reporte au directeur de l'enseigne. Très bien, merci Laure. Et donc, le nombre de clients, on en parle plus tard ou pas avec les clients encartés ? Nous, je parlerai un peu plus tard du programme. Je parle du programme. Ok, merci. Donc, Jula, qui représente PSA, donc racontez-nous un petit peu comment vous êtes organisé chez vous au sein du groupe. D'abord, j'aimerais s'excuser Madame Schönert, qui ne peut pas être là. Elle va changer le poste, donc elle ira en Chine. Donc c'est pourquoi je la remplace actuellement. L'entité dans laquelle je travaille a été créée fin 2010 avec sa direction.
avec un objectif de travailler sur le sujet CRM au niveau du groupe. Vous savez probablement que le groupe PSA a actuellement 3 marques, donc Peugeot, Citroën qui sont historiquement connues, mais depuis peu de temps, il y a DS qui est devenu une marque à part entière. Et l'objectif au niveau du groupe, c'est justement concerter toutes les activités liées au CRM pour qu'on puisse être plus efficace. Nous avons beaucoup de données sur le client, sur le véhicule. L'objectif avec le CRM, bien utiliser toutes ces informations-là au profit des clients, au profit du groupe naturellement. En ce qui concerne la positionnement de notre entité, qui est le CRM central, on rapporte directement au patron des marques. Donc ça montre bien que effectivement c'est considéré comme un sujet sérieux actuellement. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des marques, mais dans un groupe, l'architecture de l'organisation est assez complexe. Donc il y a des métiers aussi comme l'activité après-vente, où il y a un nouveau métier qui a été créé, qui est lié aux services connectés, donc aux véhicules connectés. On a l'objectif d'harmoniser tous ces éléments-là sur un plateau CRM qu'on organise régulièrement chaque semaine avec ses participants. Très bien, merci. Alors, on va maintenant parler donc des données clients qui sont bien sûr au cœur de la relation client, puisque si on n'a pas de base de données, bien évidemment, on ne peut pas avoir de stratégie relation client. Donc là, je vais me retourner vers les dames qui ont des programmes de fidélité notamment. Donc, première question peut-être, Laure, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous collectez les données Est-ce qu'on a une vision client 360 chez Courir ? Alors déjà, nous, on a un programme de feed qui existe depuis 5 ans. C'est un programme payant, donc avec une carte de feed qui vaut 7 €. On a un peu plus de 1 200 000 clients feed dans la base et avec en actif un peu plus de 950 000. Donc c'est un programme qui marche très très bien et c'est un classique 1 € égale 1 point avec un système de cumul de points et un système de palier de remise. Pourquoi le programme marche très bien? Parce que nous, on est sur un marché qui n'est pas du tout promotionné sur le type de modèle qu'on distribue. Donc si vous voulez acheter une Jordan un jour en promo, c'est impossible. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui ne les vend en promo. Si vous adhérez à notre programme de feed, au bout d'un certain temps, en fonction du nombre de points que vous avez, vous pouvez avoir du coup des paires en promo. C'est pour ça que ça marche très très bien. Et en plus, on a ouvert le site marchand l'année dernière, donc on est arrivé un petit peu après tout le monde, mais du coup on l'a ouvert tout de suite en cross-canal, donc avec une carte de feed qui est valable également sur le web comme en magasin. Donc que ce soit en cumul de points, que ce soit en termes d'adhésion ou en burn de points, c'est exactement la même chose. Et également, du coup, on a mis en place un service client, parce qu'on n'avait pas non plus de service client. Nous, on n'a pas trop de problèmes de service après-vente sur les baskets. Mais on se rend compte que depuis qu'on a mis en place un service client, on a quand même beaucoup de remontées. Et surtout, nous, toute l'activation de nos clients ou cibles, etc., ne se fait que sur les réseaux sociaux. On communique pas du tout autrement. Donc, on a des fans très actifs. On a plus de 400 000 fans sur Facebook avec un taux d'engagement de 10%, alors que la moyenne de Facebook est à 1%. On a ouvert Instagram l'année dernière, on est déjà à 15 000 followers et on gagne à peu près 3 000 à 4 000 followers par mois. Donc c'est vraiment un axe aussi très important et aussi, on va voir après, de collecte de données également. Très bien, donc ça veut dire qu'on a une vision client 360 chez Courir et que le client achète sur le site internet ou dans les boutiques, on peut avoir tout consolidé en un point. Et cette information redescend au niveau des boutiques ? Alors pour l'instant, oui, mais qu'au niveau du programme de feed, où sur les caisses, on a le nombre de points de chaque client encarté qui passe en caisse. Et on est en train de travailler justement sur un référentiel client unique pour ne plus avoir une base feed d'un côté, une base de clients web de l'autre, tous nos fans et followers d'un autre côté, et enfin tous ceux qui appellent le service client. Aujourd'hui, du coup, ça nous fait 4 bases différenciées et on travaille dans second semestre, on en aura une seule base. L'objectif, c'est d'avoir une fiche d'identité par point de contact, parce que c'est pas forcément que des clients, ça peut être que des gens qui ont eu un point de contact avec l'enseigne, pour après, évidemment, mieux les connaître et aussi les activer.
Très bien, merci. Donc le référentiel client unique, c'est vraiment le rêve de toutes les marques. Donc soit c'est déjà mis en œuvre ou bien c'est en cours de réalisation. Alors chez Devred, il y a aussi des clients fidèles qui font partie du programme. Alors quelles sont les caractéristiques de ces clients? Depuis combien de temps vous recueillez ces informations? Alors la base de données Devred, elle a commencé à être constituée en 1996. Donc aujourd'hui, on disait tout à l'heure, j'ai plus de 3 millions de clients en base, 1 800 000 d'actifs. Aujourd'hui, il n'y a pas de programme de fidélité à proprement parler chez Devred parce qu'on est plutôt sur une approche marketing direct et gestion transactionnelle de la base de données avec une animation promotionnelle très chargée pour le coup, donc très très différente de Courir. Et avec une fidélité qui est très forte parce que sur le prêt-à-porter masculin, les études nous montrent que 80% des hommes n'aiment pas faire du shopping. Donc quand ils viennent en magasin, il faut s'occuper d'eux et les bichonner. Et aujourd'hui, la force de Devred, c'est ses équipes de vente et le conseil en magasin et l'offre produit. Donc c'est pour ça que je disais vraiment cette base de données est un vrai trésor de guerre pour Devred, avec une fidélité qui est au rendez-vous, puisque notre base de données représente plus de 85% du chiffre d'affaires de la marque. Donc c'est 1 800 000 clients sont le trésor. Donc un beau trésor également là aussi. Donc vous voyez la data qui représente les clients qui font 85% du chiffre d'affaires, donc c'est très important. Alors chez PSA, il y a aussi énormément de données, encore plus d'ailleurs, bon, déjà par rapport à la dimension internationale du groupe et puis aux différentes marques dont vous nous avez parlé. Alors il y a un programme, je crois, Excellence Client Network, qui est développé actuellement au sein du groupe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, donc il faut savoir que PSA est présent dans 160 pays. L'année dernière, nous avons vendu presque 3 millions de véhicules. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de données à la fois sur les clients et sur les véhicules. Comme dans beaucoup de sociétés, beaucoup de groupes, il y a quelques années, on a fait le constat que c'est très bien d'avoir beaucoup d'informations, mais les informations cloisonnées dans les différentes bases de données, ça ne nous amène pas très loin. Donc il faut changer cette situation. C'est pourquoi on a lancé un programme qui s'appelle Excellence Client Network, avec un objectif d'interconnecter les différents métiers existants et les différentes bases de données. Donc, dans le cadre de ce programme, on a créé un compte client partagé. Comme cette application porte son nom, l'objectif, c'est de créer ce qu'on peut appeler aussi quelque part le référentiel client unique. Donc, avoir toutes les informations liées à un client dans cette base. Mais ce n'est pas suffisant. On est dans un domaine où il y a une particularité que le véhicule lui-même, son usage porte beaucoup d'informations. Donc il faut qu'on sache exactement ce qui se passe avec le véhicule. En plus, les clients peuvent aller faire des maintenances dans différents garages qui sont des partenaires indépendants des marques. Donc il faut qu'on puisse collecter toutes ces informations-là et ensuite partager. Donc à côté des compte client partagé, on a créé aussi le compte véhicule partagé. Donc, ce sont les deux outils qui nous permettent d'avoir la vision 360, pas seulement du client, mais à la fois du véhicule. Et en se basant sur ces informations-là, on peut arriver vers un service qui est beaucoup plus premium, quand on peut personnaliser effectivement tout ce qu'on propose à nos clients. Donc l'objectif, quelque part maintenant avec ce programme qu'on a déployé déjà dans 4 pays, cette année il y a le déploiement prévu dans 10 autres pays également, c'est permettre localement partout avoir des informations nécessaires. Il ne faut pas oublier non plus la partie digitale, parce que le client peut interagir directement avec les marques, avec les points de vente. Dans cette architecture, on connecte également le monde digital avec ces applications-là. Donc, c'est-à-dire que le client peut choisir n'importe quel point de vente, n'importe quel opérateur agréé aujourd'hui. Il a vraiment le droit de le faire. Par contre, c'est notre intérêt, et c'est son intérêt aussi, qu'on puisse centraliser toutes ces informations-là et lui permettre que si dans son espace personnel, il change des informations le concernant, ces informations puissent être connues dans un point de vente
qu'il va visiter. Donc jusqu'à là, on avait une reconnaissance du client au niveau des points de vente, où il a acheté le véhicule, où il fait des maintenances, des réparations. Avec ce système, on arrivera à une reconnaissance du client au niveau de la marque. L'objectif est justement que le client puisse être reconnu par les marques. C'est le souhait. Avec ce programme, on est en train de mettre en place. Très bien. Donc voilà, donc dans l'univers de l'automobile, on a une connaissance du client, mais également du véhicule. C'est très important d'avoir ces deux informations qui convergent en un point et de pouvoir les partager. Donc comme vous le disiez, donc avec les concessionnaires qui sont en relation directe avec le client et depuis leur exploration sur Internet jusqu'à leur visite dans la concession. Donc là, on a vu avec nos 3 intervenants donc les sources de collecte de données. Donc désormais, on va parler maintenant de qu'est-ce qu'on va faire de ces données. Donc qu'est-ce que vous savez de vos clients et qu'est-ce que vous faites? Alors peut-être Laure peut nous raconter donc quelles sont les opérations qui sont mises en œuvre avec toutes les données qui sont recueillies via le programme de fidélité de Courir. Alors il y a deux choses. Nos clients feed, on les a toujours animés suivant le plan d'animation commerciale de l'enseigne. C'est-à-dire classiquement, quand on fait des ventes privées, on les informe, quand il y a les soldes, quand il y a des opérations bon plan, parce que comme tous les réseaux de distributeurs, à l'inter-solde, on déstocke les slow movers. Et on n'avait pas du tout encore travaillé de segmentation. Donc il y a 2 ans, on a travaillé la segmentation de notre base feed en se disant super, on va apprendre plein de choses. On va apprendre évidemment leur comportement d'achat, leur cycle de vie, mais aussi un peu ce qu'ils aiment, ce qu'ils achètent. Et là où on a été très surpris, c'est bon, évidemment maintenant on connaît leur cycle de vie, mais on n'a aucune donnée sur ce qu'ils aiment. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en général, quand on fait un programme de feed, on se dit, voilà, ceux qui ont acheté telle marque ou tel type de produit, au prochain nouveau produit, on va leur pousser tel produit. Nous, pas du tout. Comme c'est un marché de mode, on peut avoir quelqu'un qui a acheté 3 Adidas et puis demain, tiens, c'est la Rochiron qui est à la mode, et il va se mettre à acheter de la Rochiron et puis tiens, Puma fait une super collab et puis il va acheter une Puma. Donc en fait, on est vraiment sur un produit de mode, sur ce qu'on appelle nous les produits chauds, et c'est ça qui est vraiment important. On ne peut pas du tout driver ou faire des activités, des actions auprès de ses clients en fonction de produits qu'ils ont pu acheter avant. Ça a été vraiment une donnée très importante. Il n'y a aucune fidélité à une marque. Voilà, c'est... Et après, avec la segmentation, on a mis en complément du plan d'animation commerciale toute une automatisation de l'animation de nos clients liée évidemment à son cycle de vie. C'est-à-dire qu'avant, quand vous arriviez chez Courir, pour avoir une carte, c'était un petit peu comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on vous disait, on vous vend la carte, et puis vous remplissez un petit papier, et puis on collait le petit code barre qui était sur la carte sur le petit papier, et à la fin de la semaine, les vendeurs mettaient tous ces petits papiers dans une enveloppe qu'ils envoyaient, qu'on rentrait, c'était hyper long, fastidieux, très coûteux, etc. Donc l'année dernière, on a dématérialisé tout cet encartage, donc c'est fait directement par les vendeurs sur la caisse, qui fait que donc tout de suite, dès le lendemain, on peut envoyer dans le Welcome Pack le bon de bienvenue de 10%. Parce qu'avant, en fait, on vous le remettait, vous le mettiez dans votre portefeuille, dans votre sac, et puis peut-être un jour, vous y pensiez, c'était super, vous reveniez, mais personne ne pouvait vous relancer. Donc ça, c'était très important. Et du coup, on a donné obligation aux vendeurs de collecter à la fois l'email et le SMS, en sachant que nous, sur notre cible, on actionne beaucoup plus le SMS parce que les jeunes, en fait, ils n'ont pas d'email. Les emails, ça n'existe pas, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, ils ont soit des portables, soit les réseaux sociaux, mais le reste, alors la boîte aux lettres, je ne vous en parle même pas. Ils ne savent même pas, je pense, écrire une adresse sur une lettre. Mais alors, pareil, l'email, quand on dit un email, mais attends, maman, on ne regarde jamais nos emails. On demande quand même, mais le fait d'actionner les SMS, c'est un coût quand même beaucoup plus important que les emails. Donc on demande les deux. Et comme c'est une carte qui est payante, on a dit aux vendeurs, si ceux qui achètent la carte ne veulent pas donner l'email et le SMS ou les deux, en fait, on ne leur vend pas la carte. Parce que sinon, en fait, on va encarter, super, on va faire des super chiffres, on va dire, j'ai 1 million, 2 millions, 3 millions.
d'encarter. Et en fait, c'est des gens qu'on ne pourra pas contacter, sauf qu'on va, avant de se rendre compte qu'on ne peut pas les contacter, on va envoyer 1 fois, 2 fois, 3 fois. En fait, on va dépenser de l'argent pour en fait des clients qu'on ne pourra jamais contacter. Et s'ils ne nous ont pas donné leurs coordonnées, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être contactés. Donc en fait, ça ne nous intéresse pas. Donc on a préféré être rationnel et d'avoir en base que des clients qui ont envie d'être contactés par Courir et qui ont vraiment une appétence à l'enseigne. Et donc le fait de mettre en place toute cette automatisation, en complément évidemment du plan d'animation commerciale et en mesurant la pression, parce que l'objectif c'est pas non plus d'envoyer 3 emails par jour ou 3 SMS, tout ça c'est quand même juste ça c'est juste insupportable. Ça va être des leviers de chiffre d'affaires qui sont très 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 importants pour nous. Ok, merci Laure. Donc chez Courir, après la base de données boîte de chaussures, ce qui pouvait bien vous aller auparavant, eh bien vous avez décidé de dématérialiser l'encartage et désormais donc le client peut avoir accès à ces informations, j'imagine via son compte sur le site internet. Et pour rentrer dans le club, il faut payer. Donc ça veut dire que déjà c'est un engagement au départ. Et en plus, il faut décliner son identité. Si on ne donne pas son SMS ou son email, on ne rentre pas. C'est bien ça. Ok, merci. Alors chez Devred, c'est un peu différent puisque c'est un marché de la mode puisqu'on est dans le prêt-à-porter, mais c'est pas du tout le même genre de profil client qui vient pour un produit d'une saison. Mais là, vous allez plutôt avoir des comportements, je pense, qui vont se reproduire. Alors comment faites-vous pour connaître ces comportements et comment vous les utilisez surtout en termes de relations avec vos clients ? Alors déjà, la base de données, elle est constituée en magasin essentiellement. C'est un vrai levier de travail de la relation client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des équipes magasins qui ont vraiment un sens commerçant et qui s'appuient sur toutes les données qui sont rentrées dans la base client pour pouvoir mieux s'adresser aux clients. Je m'explique, il y a une typologie client qui existe chez Devred et on est en capacité d'identifier, de par des comportements de clients qui rentrent dans le magasin, se dire celui-là c'est plutôt un esthète, il cherche la mode, on le voit, il cherche la nouveauté, la promotion ne l'intéresse pas. Il y a le contraint qui arrive, qui limite entraînant des pieds, qui vient parce qu'il faut qu'il renouvelle sa garde-robe. Et donc de par l'identification qualitative du profil client, les équipes magasins s'appuient sur toutes les données qui sont constituées dans la base de données pour pouvoir alimenter le discours et la relation qu'elles vont construire avec le client. Donc ils ont accès via le système de caisse à la base de données et sont capables de voir si le client, dans quelle part de la segmentation il est, quel est son comportement d'achat, combien il a dépensé, quand est-ce qu'il est venu la dernière fois, etc. Donc c'est vraiment une information qui est à usage des magasins pour travailler la vente et la relation. Et c'est aussi toute une donnée collectée. On a pour le coup beaucoup d'informations sur l'appétence produit des clients. C'est-à-dire qu'effectivement, messieurs, quand vous achetez des costumes et que vous portez des costumes, vous revenez souvent pour acheter des costumes et porter des costumes. Donc il y a au contraire des comportements qui reviennent avec un renouvellement qui est assez rythmé. On a vraiment des clients qui viennent à chaque entrée de saison renouveler les costumes, les chemises pour la saison à venir. Donc on peut au contraire... Enfin, nous, on peut s'appuyer sur toute cette donnée et pouvoir se dire, tiens, dans son profil, vu l'historique que l'on a connaissance de nos clients, c'est étonnant que Monsieur X ne soit pas déjà venu en septembre, parce que normalement, vu son profil client, il aurait dû venir pour se rééquiper pour la saison. Donc, si en octobre, il n'est pas venu, on peut le relancer et le réveiller. Voilà. D'accord. Alors le mythe du monsieur qui vient acheter ses 5 chemises, 3 chemises blanches, 2 chemises de couleur et ses 2 costumes de la saison, c'est toujours une réalité ou un mythe ? C'est vraiment une réalité, à tel point que le commerce s'est adapté aussi à ce comportement-là. Et que vous regardez chez Devred, on vend beaucoup de produits par lot. Alors, la chemise toute seule a un prix, mais quand on l'achète par deux, un autre prix. Et c'est vraiment un comportement d'achat qui est récurrent. Ok, très bien. Et donc, dans le groupe PSA, qu'est-ce que vous savez de vos clients et comment vous utilisez ces données pour développer votre activité ? Quand on commence une relation avec quelqu'un, souvent on pense à l'achat de véhicules. Ce n'est que la première étape. L'objectif chez nous, c'est accrocher beaucoup de services autour de véhicules qui permettent de garder une relation avec le client. Si vous regardez le temps de renouvellement d'un véhicule en France,
qui commence à augmenter. C'est plutôt autour de 7 ans, 8 ans. Donc, si on croise à le client seulement tous les 7 ou 8 ans, on ne pourrait pas savoir beaucoup sur le client. Donc, on a tout un tas d'activités liées aux maintenances des véhicules qui nous permettent de récupérer des informations en plus. Avec l'arrivée des véhicules connectés, on a l'objectif de garder un lien en permanence avec les clients. Donc, il y a les services qu'on peut proposer qui facilitent l'usage de véhicules, l'utilisation quotidienne, qui sont proposés, offerts par les marques. C'est ce qui nous permet d'être en contact avec les clients régulièrement. Il y a un autre côté important aussi de cette relation, c'est personnaliser les services. Donc, naturellement, sans connaître le client, on ne sait pas exactement ce qu'il faudra proposer à quel moment. Donc, aujourd'hui, avec toutes ces informations qu'on collecte, qu'on récupère, on a la possibilité de regarder effectivement si on a une relation. Il y a le Lapse Customer quand on dit que ce client, il aurait dû venir déjà avec son véhicule pour faire la maintenance parce qu'il y a une fréquence qu'il faut respecter. Il ne vient pas, donc on peut prendre contact avec lui, proposer un rendez-vous, préparer son arrivée dans les points de vente. Donc aujourd'hui, l'acte de vente, ce n'est qu'un début d'une relation. On vise beaucoup sur tout ce qui suit derrière, qui sont liés au véhicule, mais pas seulement au véhicule, parce qu'aujourd'hui, l'usage de véhicules, ça se transforme également. Donc, on parle de mobilité. Donc, il y a un besoin de mobilité des clients. Là-dessus aussi, des propositions des marques. Par exemple, Peugeot, il a lancé un service, ça fait déjà quelques années, qui s'appelle Mu by Peugeot, où chacun peut louer un véhicule juste pour un week-end. Donc, il peut avoir un véhicule qu'il a acheté pour son usage quotidien, mais pour un week-end, pour une vacance, il a besoin d'un véhicule plus volumineux. Donc, il aimerait en profiter. Naturellement, il y a des sociétés de location qui peuvent fournir ce type de service, mais c'est plus normal rester dans le périmètre de la marque et lui proposer un tel type de service. Donc, il y a une multiplication des services qu'on est en train de lier, de connecter au sujet de mobilité, qui est important pour le client aujourd'hui. Très bien, donc le constructeur s'adapte à l'évolution du comportement des consommateurs et donc propose des offres de services additionnels. Et comme vous le disiez, donc acheter une voiture, ce n'est pas le contact unique que vous avez avec votre client, mais il y a tout l'après-vente après, et en plus, il peut avoir des besoins complémentaires pour lesquels vous allez pouvoir apporter des nouveaux services, comme ce que vous expliquez avec la location, ou même j'ai une voiture, je veux louer un vélo dans Paris, je peux demander à Peugeot, par exemple, de me louer un vélo. Tout à fait. Il est possible de louer des vélos, en plus de vélos électriques également, pour faciliter le déplacement. Donc, il y a tout un tas de possibilités. Il y a une start-up que le groupe vient d'acheter pour le covoiturage, parce que c'est un sujet également d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est un métier qui est en pleine transformation actuellement. Le groupe, naturellement, essaie de ne pas seulement suivre, mais être à la tête des pelotons. Donc ça veut dire que si le groupe est acteur dans toute la mobilité, il va pouvoir aussi récupérer plus d'informations clients, enrichir sa connaissance, et donc j'imagine que vous avez des projets pour utiliser toutes ces données en dehors des fameux achats de la voiture et puis de tout son cycle de révision, etc. Oui, il faut savoir, par rapport aux données, ce que je viens de vous donner, un élément qui est important, qu'aujourd'hui, PSA, au niveau mondial, est leader en ce qui concerne les véhicules connectés. Donc le groupe a investi beaucoup d'argent il y a déjà plusieurs années dans ce domaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de milliers de véhicules équipés d'un boîtier automatique qui sont capables de capter des informations liées au véhicule, à l'usage de véhicules. Donc avec le service connecté, on est en train d'utiliser toutes ces informations-là qui servent à la fois des clients, des constructeurs.
des clients parce qu'on peut avoir des services qui étaient inimaginables auparavant avec la géolocalisation. Dans une famille, on n'a pas forcément une voiture pour chacun. Si le fils veut prendre le véhicule des parents, il y a un service qui s'appelle geofencing. On peut donner des limites de l'usage du véhicule. Si le véhicule dépasse cette limite, on peut avoir un avertissement. Donc, vous voyez, on peut avoir une imagination assez large sur ce sujet-là. C'était juste un exemple, mais il y a effectivement des éléments qui sont importants. J'aimerais vous donner une autre. Avec un véhicule, il faut avoir toujours une assurance. Donc aujourd'hui, comment on établit le prix d'une assurance? On regarde en moyenne combien ça coûte, quel est le prix pour lequel on peut vendre, tenant en compte différents éléments de la personne. Mais ce sont des éléments généraux, je disais. Ce n'est jamais la personne qui est visée. Avec des véhicules connectés, on est capable de récupérer des informations liées à la conduite d'un véhicule. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait savoir si la personne conduit normalement ou a un style plutôt sportif ou d'autres. C'est une information que le client peut décider de partager avec sa compagnie d'assurance. Donc, il est très important que quand je parle des informations, il y a toujours la protection des données personnelles qui est très importante. Par contre, il y a des services qu'on peut rattacher au véhicule et si le client le souhaite, s'il y a des sociétés d'assurance qui disent que si vous conduisiez normalement, peut-être je vous donne un prix qui est plus favorable, pourquoi pas utiliser toute cette information-là. Donc, il y a beaucoup de services qui peuvent être rattachés à l'usage d'un véhicule. Très bien, donc on voit que dans l'univers de l'automobile, la donnée peut avoir, on peut avoir beaucoup d'usages avec la donnée des clients. Et donc, par exemple, effectivement, pourquoi pas avoir une assurance à la carte et ne payer qu'en fonction de son style de conduite et de son usage de la voiture. Et on peut aussi avoir, avec la voiture connectée, une sorte d'usage, de contrôle parental comme on a sur Internet. Vous prêtez la voiture à votre adolescent, mais il n'a pas le droit de dépasser une certaine limite. Donc voilà, quelques usages qu'on peut imaginer avec la voiture connectée. Donc concernant toujours les usages des données, on va peut-être parler maintenant de comment on va pouvoir améliorer l'expérience des clients grâce à l'usage de ces données. Alors peut-être que Julie pourra nous parler d'une opération récente et de voir comment, avec les données, on va avoir une meilleure vision sur comment aller recruter des nouveaux clients, comment fidéliser, récompenser ces clients existants. Alors c'est même une opération qui va avoir lieu, puisqu'elle a lieu au mois de mai, mais le dispositif a été mis en place depuis mars. En fait, dans le parcours d'un homme et son rapport au prêt-à-porter, il y a des moments clés dans la vie et il y en a un qui est important, qui est la cérémonie. C'est-à-dire qu'en règle générale, quand on trouve une marque qui peut nous accompagner dans un moment fort qui est la cérémonie et qu'elle nous va bien, derrière, on y reste fidèle. Donc c'est un moment de la vie du client qui est très important pour une marque comme The Red. Donc on a au mois de mai un temps dans le plan d'animation commerciale qui est présent, qui s'appelle la cérémonie, où on met en avant l'offre de costumes de manière valorisée en magasin. La différence cette année, c'est qu'on a voulu, sur le mois de mai, davantage travailler sur cette prise de parole et s'en servir pour aller recruter, parce que c'est une des grandes forces de la marque, le costume. On s'est dit, on a besoin de développer la notoriété, appuyons-nous sur cette prise de parole pour aller recruter de nouveaux clients. Donc au mois de mars, on a mis en place un jeu concours via les réseaux sociaux où le jeu était impliquant et en lien avec le sujet cérémonie, puisqu'on demandait à tous ceux qui voulaient participer de leur dire: est-ce que vous avez un rendez-vous, une cérémonie prévue cet été? Participez à notre jeu, racontez-nous la cérémonie de votre rêve en fonction de vous serez le marié, le témoin, le père de la mariée ou l'invité. Donc il y avait 4 rôles possibles. Racontez-nous cette journée et vous pourrez gagner votre tenue pour la cérémonie. Donc on s'attendait, parce que contrairement à courir, nous sur Facebook on en est à 29 000 fans, donc on est encore un peu loin. C'est encore un sujet à creuser. On s'attendait à 3 000 participants au jeu, on en a plus de 9 000, donc c'est quand même un petit succès.
et avec une vraie participation. Donc l'intérêt du jeu, il est double, déjà donner du contenu et de pouvoir faire parler de la marque sur les réseaux sociaux, mais surtout d'identifier 9000 personnes qui derrière seront clients a priori d'une offre cérémonie au mois de mai. Donc on a collecté, ça nous permet de recruter et de pouvoir ensuite cibler ces clients au mois de mai et de leur offrir une promotion sur la collection costume. Donc ça c'était un des premiers points. Pour compléter l'impact de cette période du mois de mai, on a complété le ciblage. On va adresser un mailing donc à ces 8000 clients, plus à des clients de la base de données, identifiés parmi les meilleurs, et on aura choisi ceux qui étaient appétents costumes. Donc pour donner plus de force aussi à cette prise de parole, on aura ceux qui ont joué donc activement, qui sont potentiellement des prospects, qui sont plutôt des prospects, et dans les clients fidèles, on a identifié ceux qui, a priori, seront sensibles à une offre costume et ils seront ciblés pour le mois de mai. Et puis le troisième point dont je voulais vous parler, que je trouve qui est intéressant, pour aller dans la valorisation et une expérience client enrichie, on a décidé sur certains magasins de faire une soirée en avant-première de présentation de la collection costume. Donc l'offre démarre le 6 mai et l'avant-première aura lieu le 5. Donc on va inviter les meilleurs clients de chaque magasin avec une invitation, un carton d'invitation qui est signé par le responsable de magasin, avec une soirée magasin fermé, un défilé organisé, un cocktail. Donc on est vraiment dans partage d'une expérience et d'une relation client spécifique et personnalisée. Et puis, comme l'idée, c'est aussi de s'appuyer sur nos clients pour aller recruter, on les invite à venir accompagner d'un, deux ou trois amis pour pouvoir passer une soirée chez Devred et découvrir la collection en avant-première. D'accord, donc les données vous permettent de mieux connaître vos clients, donc aller recruter des clients qui ont forcément plus d'appétence pour votre marque, et également de pouvoir cibler les clients qui ont une appétence pour tel ou tel produit. C'est-à-dire qu'un monsieur qui ne vient chez vous que pour acheter ses jeans et ses vêtements de week-end, il ne va pas être contacté dans le cadre de cette opération. Non, il sera contacté quand on parlera du jean. D'accord, ok. Ce qui n'empêchera pas, ce qui empêchera pas la marque de pousser aussi et de faire de l'upsell, mais aussi de pousser d'autres catégories de produits auprès de gens habitués à consommer du jean, par exemple, parce qu'une des forces de l'enseigne, c'est de pouvoir développer des collections en mix and match et d'expliquer comment une veste qu'on a achetée dans le cadre d'un porté costume, on peut aussi s'en servir le week-end en la mettant avec un pantalon plus casual. Ça, c'est la suite. D'accord, très bien, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours en costume 7 jours sur 7. Heureusement. Ok, très bien. Chez Courir, comment on améliore l'expérience client grâce à la connaissance? Alors, Laure, j'ai découvert notamment sur le site e-commerce qu'il y avait pas mal de contenu avec des petites capsules, avec de la musique, des informations qui sont données par des blogueurs. Est-ce que vous êtes en train de créer une communauté autour de votre produit? Comment ça se passe? Tout à fait. En fait, comme on est très très présent sur les réseaux sociaux et que évidemment notre cœur de cible aussi, on a mis en place un programme ambassadeur avec des blogueurs, avec vraiment des blogueurs dans le lifestyle, très street, très fashion. Donc on en a une dizaine avec lesquels on travaille et qui vraiment sont nos ambassadeurs et nous donnent aussi de la crédibilité sur ce côté toujours très très fashion. Et en complément aussi pour notre site e-commerce, pour avoir évidemment du contenu, on a fait un partenariat avec Shoes Up, qui est le magazine emblématique de la basket et qui nous alimente sur vraiment tout le contenu. En fait, l'ambition de Courir, c'est pas seulement de vendre de la basket, c'est vraiment devenir le référent de la mode basket. C'est-à-dire, c'est la basket de mode et tout l'état d'esprit qui va autour, parce qu'il y a un vrai état d'esprit qui est très important. Et puis je voulais faire part aussi, nous, à quoi ça nous a servi, toutes ces données en termes d'expérience client. On a parlé beaucoup d'animer les clients, évidemment, dans le but de vendre plus, etc. Nous, on s'est rendu compte aussi qu'on avait de plus en plus dans notre base de données de femmes
On a toujours été chez Courir versus nos concurrents comme Foot Locker, plutôt déjà avoir plus de femmes qu'eux, mais là vraiment depuis 2 ans, on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de femmes qui venaient à la fois visiteurs et qui s'encartaient. Donc on a mis en place des focus group pour les écouter. On s'est rendu compte aussi, évidemment, comme vous tous, j'imagine que il y avait de plus en plus de femmes qui portaient des baskets dans la rue. Alors ça vient de la mode du running, où les femmes se sont remises à courir, du coup à porter des baskets, du coup elles ont trouvé que c'était confortable, elles les mettent aussi dans la rue. Et puis après, il y a tous les créateurs qui ont fait des défilés de mode haute couture, comme Chanel l'année dernière, avec que des baskets aux pieds des femmes, ça s'était absolument jamais vu. Et donc la basket était devenue vraiment un accessoire de mode. Et on voyait aussi, nous, à la fois dans nos ventes et dans tous les focus group qu'on faisait auprès de nos clientes fidèles. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va lancer le premier magasin 100% femmes. Et on a décidé en octobre de l'année dernière, parce qu'on a eu l'opportunité aussi d'avoir une cellule rue de Rennes, qui était vraiment l'endroit parfait, puisque c'est l'endroit du shopping femme. Et on a ouvert en février le premier magasin femmes où on vend que de la sneakers femme. Ça n'existe pas en France et pas non plus en Europe. Et on a vraiment écouté toutes nos clientes qui disaient toujours mais moi, quand je vais dans un magasin, quel qu'il soit, même chez Courir, je trouve qu'il n'y a jamais assez de produits. Parce que les femmes, on aime bien avoir du choix. Beaucoup de choix, beaucoup de choix, beaucoup de choix. Et là, donc, on propose 350 modèles différents, alors qu'en moyenne, on est plutôt à 150, 200 modèles. Et c'est un magasin qui fait des croissances à 3 chiffres sur le budget. Wow. Donc, on a bien fait d'écouter nos clientes. Très bien, donc ça veut dire que la connaissance client, là on en a un bel exemple, peut donner véritablement des orientations stratégiques majeures et donc aider les marques à progresser. Ok, très bien. Donc au niveau de l'expérience client, alors si on se retourne côté voiture, comment on va pouvoir améliorer l'expérience client grâce aux données qu'on va récupérer dans la voiture connectée ou chez ses concessionnaires ou bien encore sur le site internet quand on va créer un compte ? Quand par exemple on veut faire un test et commencer à dessiner sa propre voiture, la personnaliser, parce qu'il y a DS par exemple, site sur lequel on peut choisir les couleurs du toit, etc. On peut même avoir un drapeau sur le toit de sa voiture. Toutes ces données-là, que vous allez récupérer à ce moment-là, comment elles vont vous aider à améliorer l'expérience client et donc la satisfaction des clients ? Effectivement, nous avons beaucoup de sources liées aux clients. Donc, vous avez cité par exemple le configurateur qu'on peut retrouver maintenant dans chaque site des marques, où le client, avant d'acheter un véhicule, il y va, il peut configurer le véhicule comme il le souhaite. Donc, aujourd'hui, on a un objectif, un projet d'accompagner le client déjà dans cette démarche. Donc, au niveau des relations clients, on peut utiliser le co-browsing, parce que configurer un véhicule avec tous les éléments, justement avec les finesses que vous venez de citer, qu'il y a beaucoup de détails qu'on peut bien définir. Donc, de temps en temps, le client peut se perdre. Et pour faciliter ce travail, on a un projet aussi de mettre en place un accompagnement du client sur le site Internet. Mais récupérant, par exemple, l'information, une configuration, ça peut être sauvegardé. Ça peut être mis dans l'espace perso du client. Donc, on sait quels sont les véhicules d'intérêt de cette personne. Et naturellement, après, concernant les propositions, les offres commerciales qu'on fait, on peut cibler. Donc, au lieu de se baser éventuellement sur un véhicule acheté préalablement, peut-être la situation de la personne a changé depuis, on n'est pas forcément toujours au courant. Mais via, par exemple, l'information liée à la configuration d'un véhicule, sachant quels sont les services qui l'intéressent, on peut adapter notre communication vis-à-vis de ce client. Donc, par exemple, pardonnez-moi, mais par exemple, si j'ai une C5 et je suis allé sur le configurateur de DS et j'ai fait une voiture vraiment multicolore avec un drapeau sur le toit, etc., ça veut dire que la prochaine fois que j'irai chez mon concessionnaire Citroën, il va s'adresser à moi différemment ? C'est-à-dire que le concessionnaire peut récupérer cette information. Donc, vous pouvez décider de partager cette information aussi avec le concessionnaire. Le client peut garder les traces de toutes les configurations.
l'échange que le concessionnaire mène avec les clients serait basé déjà sur cette information. D'accord. Donc cette information remonte bien jusqu'à la concession. Et donc je peux enrichir mon discours client grâce aux informations du véhicule, de l'historique client et également de son parcours sur Internet, à condition qu'il ait enregistré sa session dans son compte. Donc il y a toujours une action de la part du client pour partager des informations. En tout cas, on considère que l'espace personnel, c'est le canal de communication prioritaire dans le domaine digital avec le client. Donc on a une volonté aussi de centraliser des échanges dans cet espace avec les clients, malgré qu'on a dès aujourd'hui beaucoup d'applications que le client peut utiliser. Donc on essaye de les mettre tous derrière l'espace personnel pour faciliter l'accès, pour avoir un lien direct avec la marque. Et ensuite, dépendant du choix du client, derrière l'espace personnel, il pourrait retrouver les différentes applications, les différents usages qu'il aimerait utiliser. Est-ce que les clients sont satisfaits ou est-ce qu'ils ont peur justement d'être traqués par rapport à toutes ces informations qu'on utilise dans notre relation avec eux? Est-ce que vous avez déjà des feedbacks de clients? Le métier automobile, c'est pas très différent par rapport aux autres métiers. Donc aujourd'hui, on sait très bien qu'on est tous tracés. Je pense que le métier automobile, c'est assez modeste dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on ne collecte pas autant d'informations quand même sur les clients qu'on peut imaginer avec d'autres industries. Donc notre objectif, notre cible, c'est vraiment utiliser, collecter que des informations qui sont liées à notre activité, qui peuvent être bénéfiques aussi pour le client dans la relation qu'il a avec la marque. Donc, tous les échanges qu'on mène avec les clients, naturellement avec un intérêt d'abord que le client soit satisfait, parce que s'il est satisfait, ensuite, on espère qu'il sera fidèle également. S'il y a plus en plus de clients fidèles, on espère que ça sera connu par des autres personnes aussi qui n'utilisent pas aujourd'hui des véhicules ou des produits ou des services des marques. Donc il y aura une conquête plus importante également. Au bout de compte, naturellement, c'est une société par action, donc on a des intérêts économiques, donc on espère avoir un chiffre d'affaires qui est en augmentation aussi avec les bénéfices. Bien sûr. Ok, vous m'aviez parlé aussi d'un moyen de mesurer la satisfaction client. Je pense que vous avez mis en place un indicateur sur le Customer Effort Score, non, si je ne m'abuse? Oui, Customer Effort Score, c'est une notion qui est connue dans la relation client, surtout au niveau des call centers ou centres de contact. Aujourd'hui, naturellement, on peut élargir le périmètre de l'utilisation de cet indicateur. Donc, Customer Effort Score, ça représente aujourd'hui l'énergie que le client doit investir pour avoir un service, pour régler un sujet avec la marque. Donc, notre objectif, naturellement, j'ai parlé tout à l'heure de la satisfaction client. C'est bien, c'est important, mais d'après les études, on sait très bien que ce n'est pas suffisant. Donc, il faut que le client puisse gérer sa relation avec la marque, avec le concessionnaire, de façon la plus simple possible. Donc, c'est-à-dire que l'effort qu'il doit faire pour arriver à un résultat qu'il souhaite, ce soit le minimum possible. D'accord, très bien. Donc, ça veut dire aussi l'expérience client, c'est lui faciliter la vie avec nos marques et les services. Alors chez Devred, par exemple, est-ce que vous proposez des services du type que l'on voit qui se développe beaucoup actuellement, envoyer une malle chez le client qui va faire une sélection de produits en ligne, en fonction de son style, de ce qu'il a déjà acheté, on va lui envoyer des vêtements, et puis ces messieurs vont pouvoir tranquillement ou à la maison, au bureau, essayer ce qu'ils veulent, et puis retourner ce qu'ils ne veulent pas. Est-ce que vous envisagez ce genre de service ? Alors, c'est pas encore fait, mais ça fait partie des services certainement à venir, parce qu'on a effectivement une attente de la part des clients chez Devred à une approche vraiment personnalisée de la relation, qui est déjà une réalité en magasin, parce que les vendeurs Devred sont des conseillers en style. La collection Devred, elle est pas du tout vendue en libre-service comme on peut le trouver chez d'autres marques concurrentes. Elle est beaucoup plus travaillée en accompagnement vendeur.
Et aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, on a beaucoup de données qui pourraient nous permettre de mettre en place un programme automatisé par email en disant monsieur qui achète toujours des costumes, on va lui poser du costume. On est freiné dans la démarche parce qu'on voudrait garder ce qui est la spécificité de la marque et qui est justement cet accompagnement je veux dire humain et émotionnel en magasin. Donc de plus en plus, en fait, la donnée devient plus un support pour que les équipes magasins puissent garder une autonomie et personnaliser la relation qu'elles ont avec le client. Aujourd'hui, on a des exemples de directeurs de magasins qui, après avoir passé du temps avec un client qui était venu renouveler sa garde-robe, voyant un costume arriver 2 semaines plus tard, l'appelle en lui disant « Monsieur, j'ai vu un costume, je sais qu'il va vous plaire ». Donc on est dans une relation personnelle déjà existante. Donc maintenant, la donnée doit être là pour pouvoir accompagner les équipes, pour leur donner le plus de moyens possible de rendre ça encore plus industrialisé, entre guillemets. Donc la malle, pourquoi pas, ce serait finalement beaucoup d'acteurs, des pure players ont lancé via le digital ce type de service où vous avez un entretien téléphonique et on vous envoie une malle chez vous avec des produits qui doivent vous plaire. Aujourd'hui, le service existe presque déjà en magasin chez Devred et le digital viendrait en renfort derrière. Très bien. Alors peut-être pour clôturer, les enjeux de la data, qu'est-ce que ça représente chez Courir alors ? Nous, contrairement à PSA, on est beaucoup plus petit, et comme on est des retailers, chaque sou est un sou. Donc le fait d'avoir un référentiel client unique et d'avoir une fiche d'identité par point de contact avec l'enseigne, faire qu'on va vraiment optimiser nos dépenses auprès des gens qui sont déjà intéressés par l'enseigne et non pas de dépenser de l'argent pour recruter auprès de gens qui peut-être en ont rien à faire de la basket mode. Donc c'est un enjeu très très important au niveau du ROI déjà et aussi pour la connaissance des clients en magasin puisque une fois qu'on va avoir ce référentiel clinique, à la fois que ce soit au niveau du siège, mais surtout au niveau des vendeurs, ils pourront voir à chaque fois toutes les informations sur ce client, savoir si c'est quand même un client qui vient très souvent ou pas très souvent, ou si c'est un client, chaque fois qu'il achète sur le web, il renvoie systématiquement ses produits, ou il appelle très régulièrement le service client pour se plaindre. Donc ça va quand même permettre aussi de voir combien de temps, entre guillemets, il peut passer avec le client ou pas. Donc c'est vraiment très très important pour nous. Et en plus, on se rend compte que, comme la basket devient de plus en plus à la mode, auprès de nos clients et de notre cible, ils attendent de plus en plus de conseils sur comment je dois porter mes baskets. C'est-à-dire comment je dois porter mes baskets, ça se situe là. Donc c'est avec quelles chaussettes, pas de chaussettes, est-ce que c'est des pantalons courts, retroussés, combien de revers, des jupes, on en est là et notre prochain enjeu, c'est vraiment d'apporter du conseil à ce niveau-là auprès de nos clients. Très bien, donc démarche très pragmatique chez Courir, mais également très orientée conseil. Donc chez Devred, le mot de la fin, donc l'enjeu de la data. Alors chez Devred, c'est plutôt en gros, on est déjà très orienté base de données, gestion transactionnelle de la relation client. Donc ça, la promotion, on sait bien le gérer. Donc l'enjeu, il est davantage de développer la notoriété de la marque, de s'appuyer sur cette manne de clients fidèles pour aller recruter de nouveaux clients, pour faire savoir ce qui est devenu Devred. Parce que depuis 1902, la marque, elle est passée par beaucoup d'étapes et beaucoup ont une image un peu vieillissante de la marque, ce qui n'est pas du tout sa réalité en magasin. Donc l'idée, elle est travailler au développement de la notoriété et à construire un discours de marque plus qualitatif, produire du contenu et le diffuser vers l'extérieur. Ok, donc optimisation de la connaissance de la marque, de la notoriété et augmenter la qualité de la relation client. Très bien. Et alors chez PSA Chez PSA, donc, on a défini 15 moments de vérité dans le parcours d'un client, depuis la prospection jusqu'à la réparation de son véhicule. Donc, l'utilisation de ces données sont importantes pour que dans ces moments de vérité, on puisse donner un service d'excellence aux clients. Notre objectif, c'est justement savoir à quel moment
par rapport à la situation du client, quelle est la proposition qu'on peut lui faire. Et en plus, quand le client passe pour faire une maintenance, il faut qu'on sache également quel était l'historique de son véhicule, quel était l'historique de ce client, pour qu'on puisse bien traiter l'intervention en cours. Donc, on veut utiliser toutes ces données-là pour que le client soit satisfait avec le moins d'efforts possible de sa part dans ces moments de vérité. Et en plus, avoir toutes ces informations-là, voyant ce que j'ai partagé avec vous, tout le développement qu'on est en train de faire pour justement avoir des services, des nouveaux services liés au véhicule, qu'on puisse lui proposer ces services par rapport à sa situation. Très bien, donc personnaliser la relation à tous les moments avec 15 moments de vérité. Bien, merci beaucoup pour votre participation. Y a-t-il des questions dans la salle? Parce que j'ai perdu le retour de la tablette. Oui, il y a des questions, Nathalie, et je vais vous les lire. Alors, le temps de reprendre le fil Twitter et vos contributions. Une première question aux 3 conférenciers. Utilisez-vous des open data et si oui, comment et pourquoi? Alors, qui veut répondre à cette question? Du tout, Pas du tout. Pas du tout. Ok. Non plus? Non plus. Très Eh bien. bien, pas de chance, désolé, pas d'open data sur ce plateau. Eh bien, je retente ma chance et merci à la personne qui a posé la question. Joker. Donc, PSA fait-il la distinction entre particulier et client pro? Existe-t-il un CRM dédié aux pros? Et considérez-vous qu'une éventuelle solution dédiée CRM professionnel est à maturité chez PSA? Merci beaucoup pour la question parce que ça me permet effectivement de parler d'une particularité que nous avons des clients B2C et B2B. On les traite différemment aujourd'hui. En ce qui concerne la maturité, je ne serais pas suffisamment humble de dire qu'on a la maturité. Naturellement, il y a beaucoup de choses à développer, mais ce qui est certain qu'aujourd'hui, au niveau de CRM, on essaie de prendre un périmètre assez large avec les clients B2C. Donc il y a déjà plusieurs dizaines de millions de clients dans le portfolio. Je n'ai pas parlé aussi des prospects parce que naturellement, on a l'objectif aussi de suivre les prospects qui à un moment donné visitent notre site, viennent dans les concessions, qui étaient clients à un moment donné, mais ensuite il a opté pour une autre marque. Donc on a l'objectif de travailler d'abord au niveau des CRM avec ces clients-là, mais naturellement on a des équipes B2B qui ont des objectifs de créer des CRM spécifiques des clients B2B. Donc la réponse est oui, mais naturellement j'ai pensé que dans cette conférence table ronde, les questions étaient plutôt autour de B2C. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Thierry? Il y a une dernière question dans les 2 minutes 40 qui nous restent. Une question de Nicolas Chalmin sur Twitter. Le marketing comportemental a-t-il définitivement remplacé le marketing déclaratif? Ah, très belle question. Qui veut se lancer? Moi, je pense que c'est complémentaire. C'est complémentaire parce que dans le déclaratif, c'est plutôt tous ces focus group. Et je pense que c'est justement en étudiant les deux qu'on arrive à définir vraiment les grandes tendances. C'est pas du tout l'un à la place de l'autre, et au contraire, ce nouveau marketing vient enrichir le déclaratif qu'on utilisait auparavant. D'autres compléments, Julie? Je suis assez d'accord, et la preuve en est que rien ne remplace l'humain de la relation client qu'il peut y avoir en magasin, et que c'est bien pour ça que aujourd'hui, se baser uniquement sur le comportemental de l'achat client ne peut pas suffire. On le voit bien, quand on est sur des sujets comme le prêt-à-porter, il y a trop d'affect et d'émotions dans l'histoire. Donc il y a un moment où il y a une part qui dépasse juste l'étude du comportement. Donc le déclaratif, encore autre chose.
et je pense qu'il y a d'autres choses encore à explorer. D'accord, donc il y a les clients qui viennent déclarer des intentions, puis après on va regarder comment ils se comportent. Et je pense que chez PSA, avec la voiture connectée, ce sera important dans le cadre du comportement d'avoir des informations tout à fait peut-être différentes, encore une fois, ou complémentaires du déclaratif client. Exactement. Donc, chez nous, le véhicule connecté nous permet déjà aujourd'hui d'avoir des informations sur l'utilisation du véhicule. Après, il y a un élément qui est important que l'usage d'un véhicule, c'est lié au véhicule, pas forcément toujours à la personne qui utilise le véhicule. Donc il y a un écart qu'il faut tenir en compte quand même. On n'est pas là aujourd'hui d'identifier exactement la personne qui utilise le véhicule, mais ça peut arriver parce qu'il y a des projets qu'on puisse ouvrir son véhicule avec un smartphone. Également, donc à partir de ce moment-là, la situation devient un petit peu plus facile. Mais en tout cas, on a l'intérêt de collecter toutes les informations comportementales, déclaratives aussi au niveau des clients à tenir en compte. Mais naturellement, du point de vue objectivité, on va prendre en compte davantage toutes les informations qui remontent d'une façon objective. Ok, donc l'avenir est en comportemental vraisemblablement, puisqu'effectivement, avec tous les objets connectés, on aura de plus en plus de possibilités de récupérer de la donnée client avec véritablement comment il utilise tel ou tel produit. Eh bien, merci beaucoup pour nous avoir écoutés et nous espérons vous avoir apporté quelques pistes pour vos projets.